Je vous propose d'explorer nos intestins. Après les fêtes, hein, c'est mon sujet. C'est pour ça que je rigolais. On va aller voir Donc, les nos intestins. qu'on n'aille pas voir les nôtres. Non, en fait, je dis non, mais c'est les intestins. Alors, plus particulièrement le côlon, parce qu'on le surnomme le deuxième cerveau. Alors, je me suis quand même un petit peu renseignée pourquoi. Et donc, ce côlon, en fait, a beaucoup plus de cellules nerveuses que notre cerveau et notre moelle épinière réunis. Déjà, est-ce que cette affirmation est juste? Ça valide. La première chose qui m'est venue, c'est une sensation de vie. Il y avait énormément de vie à l'intérieur. Alors, j'allais mettre le mot grouillé, mais il est trop connoté négatif. Mais comme je suis dans un microcosme très organisé à l'intérieur des intestins, où chaque élément a son rôle, comme si c'était une société et un espace très, très structuré et organisé. Est-ce que ça te fait penser à un cerveau ou c'est quelque chose de complètement différent? C'est différent. Toi, quand je me connecte en sensation au cerveau, j'ai une structure, quelque chose de structuré à l'intérieur, de rangé, d'organisé. Que quand je me connecte à l'organisation des intestins, il y a quelque chose de beaucoup plus organique, de beaucoup plus... ça pourrait faire penser un peu de loin comme un marché, une foire bruyante comme ça, mais en fait, tout est à sa place. D'accord, donc énormément d'informations dans ce côlon. Oui. Qui, d'un premier abord, on pourrait croire que c'est un fouillis, mais en fait, tout a un sens. Chaque élément connaît son rôle et connaît sa place. Mais il n'y a pas d'énergie gouvernante qui est au-dessus, qui descendrait donner de l'information à ces différents éléments pour le fonctionnement, mais c'est le tout qui fonctionne de façon équilibrée. D'accord. Mélanie, qu'est-ce que tu as? Alors, moi, j'avais première image, la même chose que Julie, comme si c'était énormément habité, comme si c'était une ville très dense et énormément habitée, ça bougeait de partout, ça grouillait de partout. Donc avec pas mal d'informations qui circulent et l'autre chose qui ressort, donc j'ai mis le cerveau en parallèle, justement comme tu as demandé à comparer. Alors c'est la forme, comme ça, mais ça montre comme si c'était, auto-soutenu. Je vois, enfin, le fait qu'il fasse, le tour comme ça du ventre, hein, que ça Oui. fasse un demi-carré, hem, j qu'il entoure, qu'il soit à l'extérieur. Il y a toute une connexion, un soutien de l'extérieur, donc là, toutes les attaches qui lui permettent, d'être, d'avoir cet arc comme ça, sans ça il sera en bas, qui donne cette structure et en même temps qui permet, sa souplesse, sa malléabilité. Par rapport au cerveau, en fait, quand tu as demandé à comparer avec le cerveau a été, très structuré et enfermé, Ouais. heu, dans la boîte osseuse, alors que le gros intestin est porté, soutenu, mais complètement, souple et mobile. Alors, Ouais. je sais que c'est de l'anatomie, mais c'est ce qui ressort du coup par rapport à sa fonction et son mode de fonctionnement et ce qui lui est permis de faire que le cerveau ne fait pas. Ce que je vois, c'est que ça permet, son interconnexion à tous les organes, bon, ceux qui sont dans le ventre, mais du coup, hem et que ce côté, être porté, par la structure extérieure, être connecté, ça va l'attirer ou le rejeter, toi, la distance qu'il a avec les autres organes va faire qu'il va avoir, en fonction des zones géographiques, une hypertrophie, une hypotrophie, une approche, tu vois? Il a ce côté mobile et malléable. Alors mobile évidemment, pas,
Oui. pas dans tout le corps, hein, et ça fait que sur chaque personne, donc ça, il faut que je ne connaissais pas et ça puisse être assez différent, c'est son interrelation avec les autres organes de la zone du ventre. D'accord. Julie? Moi, j'avais la même information, mais au niveau énergie. On me montrait qu'en fonction de l'état énergétique des différentes parties du ventre, le côlon changeait de forme en fonction des vides ou des creux des vides ou des bosses énergétiques émises par les autres organes. D'accord, ouais. Alors, je voudrais que vous preniez un exemple d'un fœtus où le côlon est en train de se former. Et je vais même parler de côlon primaire. Ça vous amène à quel moment au niveau du fœtus? Alors moi, ça m'amène au niveau embryologique. Ouais, La Comme si le gros intestin était, alors c'est pas forcément scientifiquement juste ce que je vais dire, mais était là en premier, en tout cas au niveau des premières cellules embryologiques, toi comme traversant de la bouche à l'anus, et que, autour s'articulent petit à petit, les autres organes. Ouais, au niveau, embryon, on me montre le centre cœur, on peut dire, de l'embryon, donc là où sera positionné son cœur, et comme si le côlon naissait à partir de ce point-là. C'est un centre, alors je suis au niveau subtil, grandissait et se mettait vraiment en connexion avec le cœur, comme s'il y avait même des cellules qui allaient pouvoir être communes. Et tu sais, on fait sentir la pulsation d'un cœur de la même sorte que le côlon émet un mouvement qui lui est propre. Alors certes, il ne fait pas circuler le sang, mais il fait circuler autre chose. Et qu'il y avait des cellules communes entre le cœur et cet organe-là au moment de la création. d'accord. Mélanie, tu as dit que les différents organes naissaient à partir du côlon, hein, c'est ça que tu as dit à un moment? Ouais, alors moi, en tout cas beaucoup, hein, beaucoup s'articulaient à partir du côlon, comme si maintenant, il y avait, alors sur le plan physique, informationnel, énergétique, une connexion de beaucoup des organes au côlon. Ce qui fait de lui, un organe, comment dire? Heu, Centrale? Central, même ses porteurs, dans ma centrale quoi, quelque chose de tuteur, de beaucoup d'autres organes, et que par la lecture du côlon, et ou pour un travail énergétique sur le côlon, on peut agir sur d'autres organes, ou si un organe qui est connecté au côlon qui va pas bien, ça peut être le côlon qui réagit et non pas sentir dans le physique que c'est l'autre organe. D'accord, donc ça Il veut dire qu'une le maladie peut le se symptôme peut manifester? voilà, Ouais. le symptôme peut sortir par le gros intestin sans que ce soit lui qui soit le problème, mais il fait le porte-parole d'autres organes qui sont connectés à lui. Et Ou par rapport à inversement, non? Est-ce que ça peut être à l'inverse? Une inflammation à un certain endroit du côlon endommagerait, oui, oui, ouais, en endommagerait fait, un organe. principalement, de voir, alors symboliquement, je vois le côlon comme un tube et connecté, alors c'est pour ça que je dis symbolique, hein, c'est pas connecté, en fait, comme si chaque zone du gros intestin avait un rapport privilégié avec un organe, et d'où son qu'il y ait beaucoup de cellules nerveuses connectées. C'est pour ça que c'est lui qui réagit le plus, mais comme si chaque zone du gros intestin était représentant d'un organe, et il y aurait certainement moyen de faire une cartographie du gros intestin en identifiant une zone qui correspond plus
au foie, à Ouais, l'intestin tout à grêle, fait. enfin, Oui, effectivement, je crois que c'est Norman Walker qui a fait une cartographie du côlon avec les zones, du corps, de tous les organes du corps. Julie, est-ce que tu as des informations? on présente le côlon comme, un rôle de grand frère par rapport aux autres organes, qui a vraiment une interconnexion, qu'il est là pour servir au niveau de l'information qui circule, hein, entre les organes de liant et d'organes, centrales. Tu vois, je vois un organe qui envoie une information, l'information circule dans le côlon et est redistribuée aux autres organes qui ont besoin de cette information. D'accord. Donc il y a un lien, nerveux et informationnel entre le côlon et l'organe Et énergétique. et Énergétique. énergétique. D'accord. Et alors ça vient d'où ce lien? Ça me ramène à la création d'un corps. Ce qu'a vu Mélanie, au début, Au c'est niveau un embryologique? premiers organes embryologiques, c'est un des premiers organes à être créé et dont les autres vont émaner par leur connexion, et ça me ramène encore au cœur, à l'organe D'accord. cœur. Comme si, OK. il y avait, une cellule qui était présente, à la création du cœur, qui pouvait se retrouver dans le côlon et qui pouvait aussi se retrouver dans les autres organes et qui faisaient leur point de connexion. Alors, avec les informations que vous me donnez, est-ce qu'on pourrait guérir beaucoup de maladies en prenant soin de notre côlon? Alors moi, ça me dit oui, mais ça me montre, avant de guérir, c'est, se prémunir de maladies. Ouais. Alors, c'est-à-dire? Ouais, comme si, une fois que la maladie était vraiment, installée, sur un organe, le soin du côlon n'était pas suffisant et qu'il fallait, s'occuper aussi de l'organe, malade. Que par contre, si tu, prends soin du côlon quand tu es en bonne santé, ça maintient tous les autres organes en bonne santé. Comment on peut prendre soin de son côlon? On parle à la qualité énergétique, hein, des aliments qu'on ingère Mmh. principalement. Ensuite, là, on me montre, c'est un mouvement, un massage du ventre. S'il y avait une façon de masser son ventre et de masser son côlon, pour l'accompagner dans son travail et l'aider à libérer, alors là, le massage qu'on me montre, c'est un côlon qui a des rigidités. Oui, c'est ça, des parties du côlon qui sont toutes dures et qui fait qu'il fonctionne pas correctement, et donc un massage extérieur comme ça, très très spécifique, maintient et remet en place l'élasticité et le fonctionnement du côlon. Mélanie, tu vas Ouais, heu, moi, ça m'a amené sur, la prise de conscience, de l'importance du côlon, donc ce qu'on a verbalisé, mmh. et de ces différents niveaux, de conscience sur lesquels on peut, agir, de conscience fréquence, c'est-à-dire, sur le plan vraiment physique, et ça montre en fait par couche, donc partant de l'intérieur, avec la partie muqueuse, après on a dit informationnelle, énergétique, et que, en prenant conscience qu'il y a ces différentes parties, on peut se positionner et travailler, sur la partie qui en avait besoin. Et ça montre qu'il faut peut-être aller explorer, comme s'il y avait plein de en partant de l'intérieur ou de l'extérieur, des couches comme ça, et qui représentaient un peu toute la population, tout ce qu'on a vu grouiller dans tous les sens, qui avait chacun son importance. Donc en redétaillant, quelle est la partie, du côlon qui réagit et qui en a besoin, ça permet, de cibler, ce qu'on peut lui apporter pour qu'il aille bien, qu'il reste en forme. D'accord. Est-ce que les lavements et les irrigations du côlon sont bénéfiques? Alors là, c'est vraiment purement, dans le physique. Ouais.
Ça permet, enfin, oui, de faire un nettoyage de l'intérieur, Mmh. comme une remise à zéro, comme une remise à blanc de l'intérieur, mais ça n'agit pas sur, forcément sur les différentes couches, qui peuvent être identifiées. Donc ça agit pas forcément, sur, la partie énergétique ou informationnelle. D'accord. Mmh. Moi, ce qu'on me dit pour le lavement, c'est, sur un côlon sain, non, c'est pas un geste, Anodin. d'hygiène, ça serait plus dans la catégorie geste médical et spécifique. Une personne qui sait qu'elle a une alimentation saine, qu'elle prend soin de son système, digestif et qui n'a pas de soucis. Le lavement, pourrait, en fait, vider et amener un déséquilibre dans sa D'accord. flore intestinale. Alors Alors par contre, ouais, sur oui, un intestin qui ne fonctionne pas et qui serait, encrassé, ça va dépendre de ce qui est mis dans l'eau utilisée par le lavement. Comme s'il d'accord. fallait, enfin l'eau ou la préparation plutôt, comme si chaque, cas avait besoin d'une préparation spéciale, spécifique pour le nettoyage. D'accord, donc tu parles d'une eau spéciale ou D'une préparation plutôt. une préparation, donc avec Tu avec vois, des c'est plantes? alors c'est ça, ça Comment? dépend vraiment de la problématique. Donc il y en a, on me montre ça peut être des infusions, donc de l'eau D'accord, plus ou moins salée. La température aussi apparemment est importante. D'avoir la bonne température selon l'intention pour faire le lavement. C'est-à-dire qu'une eau froide ne déclenchera pas les mêmes réflexes qu'une eau tiède, qu'une eau un petit peu plus chaude. d'accord. Donc là, il faut vraiment une connaissance approfondie pour, faire un lavement approprié par rapport à la Oui, pathologie ou du moins, le résultat qu'on veut obtenir, quoi. Mmh. Ouais. Ouais, moi, ça me montrait enfin, j'avais la même information sur, l'importance, de la préparation qui est mise et l'intention qui est mise. C'est-à-dire que non seulement, dans la préparation elle-même, par rapport à ce qu'il y a dedans, ce qui peut être ajouté. Alors, on n'est pas médecin, hein, donc je ne sais pas, c'est les Mmh. spécialistes qui sauront. Ça peut apporter par rapport à ce que j'ai dit sur les différentes couches de l'intestin. Si la personne qui fait le lavement ou son auto-lavement le fait en conscience, plus, énergétique ou informationnelle, ça peut justement, comme l'eau est porteuse de l'information, venir réinformer de l'intérieur, le gros intestin. D'accord. Alors une question que je me pose, tu parlais de côlon sain et de côlon, on va dire, obstrué. Y a-t-il beaucoup de personnes dans notre civilisation, dans notre société occidentale qui ont un côlon sain? alors, moi, on me dit oui, alors beaucoup, il y en a, ça on ne va pas dire beaucoup, c'est un peu trop vague comme, mot, mais il y en a et on me montre un côlon sain, mais, sur tous les strates dont Mélanie a parlé. Mmh. C'est-à-dire, c'est accompagné avec un équilibre émotionnel, un équilibre alimentaire et aussi un équilibre énergétique Ouais, et d'accord. qu'un côlon sain, en fait, qui n'est, jamais, malade, mais c'est un côlon qui est en mouvement en fait, qui a une capacité de s'adapter, de s'auto-nettoyer et de s'équilibrer par lui-même. Et c'est la définition de sain, en fait. C'est pas parce qu'un côlon va avoir, une diarrhée, hein, pour utiliser le mot, qu'il n'est pas sain. Au contraire, c'est qu'il aura peut-être eu une réaction saine pour faire, face à une problématique. Mmh. Oui, tout à fait. Et donc quel est le mode de vie de ces personnes-là? McDo tous les midis. Non, mais est-ce que c'est très strict ou est-ce que c'est vraiment une vie d'ascète ou c'est, tout simplement manger sainement,
essayer d'avoir une activité physique, être le moins stressé possible. Quelqu'un qui s'est adapté à son environnement. Vas-y Mélanie. C'est ce que j'allais dire. Vas-y, redis-le. Ce que je vois, c'est dans une personne qui est dans son axe et dans une conscience du rapport de son corps avec l'environnement. Une conscience que ce qui vient de l'extérieur, à l'intérieur de lui, participe à sa bonne santé. Donc même si c'est pas forcément des aliments très, très sains. C'est ça? Alors quand il est dans cette conscience-là, ça veut dire qu'il fait attention justement à ce qu'il fait rentrer à l'intérieur. Donc avec une recherche d'être dans une alimentation la plus saine possible, un environnement d'oxygène, enfin toi autour de lui aussi le plus sain possible et aussi intérieurement dans sa propre gestion mentale et émotionnelle. Ouais, d'accord. Oui, je posais la question parce que c'est parfois pas évident de manger, que des aliments, non trafiqués, sans 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 pesticides ou sans pesticides, traitement. ou autre, sans traitement. Ça me renvoie vraiment à cette notion d'équilibre avec son environnement, mais différemment. On me montre différentes personnes dans différents milieux. Par exemple, une personne dans la nature qui va avoir une alimentation très, on va dire, saine avec notre définition, parce que ça me fait saine, tu sais, ça met un tampon. Mais en fait, elle est saine parce qu'elle elle vient de son environnement, que son organisme tout entier fonctionne dans cet environnement naturel. Et par contre, je vois un autre cas où c'est une personne qui vit en ville et en fait, tout son organisme s'est adapté sur tous les plans à cette vie en ville et donc ses intestins se sont aussi adaptés à cette alimentation qui va être différente que la carotte sortie directement du champ, mais qui a fait confiance à tout son organisme pour s'équilibrer avec ce type d'alimentation. Ça me montre quand même que le côté vivant de l'alimentation le plus possible est important, mais qu'il y a quand même, il n'y a pas une alimentation saine pour tout le monde. C'est-à-dire que tu prends cette personne qui s'est habituée à vivre en ville avec un type d'aliment qui était présent, qui est peut-être pas le plus sain possible selon des critères biochimiques, mais qui sont sains pour son corps parce qu'il a grandi de cette façon. Si on le met d'un seul coup dans un milieu naturel complètement déraciné avec un autre type d'alimentation, il peut être malade parce que ce n'est plus en équilibre avec son propre organisme. Moi, ça me rajoutait l'environnement, la partie culture et culturelle, parce que j'avais justement l'alimentation dans plein de pays différents et ça montrait vraiment comme la mise en résonance du gros intestin avec le terroir et l'énergie familiale. Oui, parce qu'on parle, par exemple, des produits laitiers ou même, des céréales qui ont du gluten. On dit que c'est mauvais pour la santé, mais quelqu'un qui a toujours mangé des produits laitiers, est-ce que ça a affaibli son intestin? Ou est-ce que justement, parce que c'est sa culture et c'est parce que ça fait partie de lui finalement, il arrive très bien à gérer, ces aliments-là, même si c'est pas forcément, des aliments qui sont très bons, pour la santé dans l'absolu, quoi? Et en fait, ça me montre cette notion d'environnement et d'alimentation qui vient dans l'environnement, et que si c'est des aliments qui sont en rupture avec l'environnement de la personne, c'est là où ça devient compliqué. Par exemple, là, j'étais, je crois que c'est un pays d'Asie, avec du lait qui vient de la chèvre, qui vient du village et qui est intégré comme ça, toi. Je vois par couche l'environnement, enfin la définition de l'environnement. Donc là, c'est un enfant qui est par couche de son environnement le plus proche au plus large. Et il n'y a pas de rupture dans ce qui vient de l'extérieur et qui vient absorber. Donc cette chèvre est intégrée à son environnement. C'est en direct et ça, c'est bien intégré. Et là, je regarde dans une société plus occidentale
Et ça me montre quand tu pars du coup de la personne et de son environnement, il y a plein de failles et de zones de rupture et que le lait qui vient jusqu'à lui n'est plus du tout en Oui, résonance, en vibration avec lui-même. Alors c'est vrai qu'on parle d'alimentation vivante, mais en fait c'est un autre point de vue que du coup c'est plus intégré, c'est plus un prolongement de lui et alors en mettant entre parenthèses ce qui a été modifié dans le lait, tout ça, qui est une des causes vraiment physiques de rejet, mais euh, comme il y a une rupture, c'est comme si c'était étranger à lui. Tant que ça reste dans l'environnement même très large, cette alimentation est ingérée et n'est pas étrangère au gros intestin. Si elle devient étrangère au gros intestin, donc à l'extérieur de son environnement même très lointain, c'est là où le gros intestin et tout le reste n'acceptent pas l'alimentation. d'accord. Julie, tu as... Moi, j'étais toujours sur cet rapport entre l'environnement familial, culturel et l'alimentation saine. Et alors c'est vraiment du cas par cas. C'est là où on me montre un exemple d'une famille qui a une alimentation traditionnelle, du Moyen-Orient. Et donc l'ensemble de la famille s'équilibre avec ce qu'ils mangent. Ils mangent de la viande, ils mangent un peu gras, ils mangent des légumes, des épices. Et toute la famille a un système digestif équilibré par rapport à ça. Et je vois un des membres qui choisit en fait de changer d'alimentation. Ça me dit par croyance d'une alimentation saine. Tu vois, comme si cette notion d'alimentation saine lui était inculquée de l'extérieur et l'avait attiré. Et en fait, le fait d'être étiré comme ça entre une alimentation traditionnelle et une alimentation étiquetée saine, il y avait des tensions à l'intérieur de lui qui naissaient. Et au lieu de lui faire du bien à tout son corps, la tension qui apparaît fait qu'il ressent des déchirements à l'intérieur de lui et crée encore plus de déséquilibre intérieur. Et donc cette personne-là, si d'un seul coup elle choisit de se tourner vers une alimentation très différente, uniquement végétale, avec une croyance, tu vois, on me fait vraiment ressentir toute la croyance, ça va être très violent pour tout son organisme et pour son équilibre. Alors, une question que je me pose, est-ce que les allergies à des aliments ou d'autres allergies qui peuvent se manifester dans le corps sont la cause d'un intestin en mauvaise santé? Ou on peut se poser la question, est-ce que si je nettoie mon intestin, ça va permettre de faire disparaître l'allergie? Moi, ça me dit oui aux deux. Aux deux possibilités. Ça me remonte l'interconnexion avec les différents organes et que la réaction allergique peut être envoyée par un des organes qui ne supporte pas l'énergie donc on parle d'allergie alimentaire. Ouais, oui. Qui ne supporte pas l'allergie, mais ça va être, il va envoyer le signal au gros intestin. Et ça peut être aussi le gros intestin lui-même qui est fatigué et qui va le manifester par un de ses organes. Julie? En fait, moi, j'avais un nom parce que j'avais un point de vue global, c'est-à-dire quelqu'un qui a une allergie qui va faire une grosse purge sans se poser de questions et que ça règle pas son problème d'allergie parce que c'est pas assez précis et centré comme choix. C'est-à-dire D'accord. que pour régler une problématique alimentaire d'allergie ou soigner le côlon pour aider un autre organe, il y a quand même une prise de conscience et une finesse à avoir de comment faire ce nettoyage du côlon, quel aliment prendre et de quelle façon le prendre. D'accord. Alors, prenez un exemple d'une personne qui est allergique au gluten et regardez son intestin et comment réagit son intestin
Par rapport à l'ingestion, non, par Alors rapport à la... déjà, là, moi, c'est le gluten en lui-même qui bloque, parce que ça me montre comme une méga molécule, presque plus naturelle, en fait, déjà. Ouais, Donc, moi, la personne là, qui a un problème avec le gluten, elle a déjà un côlon et les intestins, et c'est très pauvre. Tu vois, au début, on voyait quelque chose qui grouillait. Là, il y a quasiment déjà plus de vie à l'intérieur. Comme si c'était cette allergie manifestée, c'était la fin d'une défaillance intestinale. d'accord. Et Vous avez donc le d'autres... Ouais. gluten qu'elle ingère, ben, ça vient comme de la colle à l'intérieur de l'intestin. Donc ça finit d'abattre son intestin en Ouais, fait, à force. d'accord, ouais, ouais. En fait, c'est pour ça que c'est la structure qu'on avait au début, c'est que même si ça se manifeste par un maux de ventre, il faut aller voir à quel moment et quel organe réagit en fonction de l'aliment. Le gros intestin ça va faire des douleurs de ventre, mais ça peut être le foie qui va réagir à l'aliment, ou la vésicule biliaire, ou enfin un autre organe du système, et que c'est pas le gros intestin qui est allergique. Mhm. C'est juste la manifestation, oui, Ouais, pour mais dire par qu'il y a... exemple, pour le gluten, c'est vraiment, enfin moi dans l'exemple que j'avais, donc j'avais ce gluten, enfin voilà, la molécule qui était déjà plus naturelle, et j'ai regardé sur quelqu'un qui est en bonne santé, comment ça se passait. Là, c'est vraiment au niveau du gros intestin que ça se passe, et que c'est pas le fait d'en manger une fois de temps en temps qui va déséquilibrer le gros intestin, mais la répétition qui petit à Oui. petit le fragilise. Alors, je voudrais passer maintenant à des pathologies un peu plus graves. Alors, je me suis renseignée un petit peu et j'ai vu que les pathologies telles que la bipolarité, même la schizophrénie, l'autisme et certaines atteintes mentales pouvaient être les conséquences d'un intestin en mauvaise santé. Qu'est-ce que ça vous dit? Déjà, ça valide. Alors, on Ouais, dit bien que ce moi, n'est je pas vois la cause unique. Je ouais, suppose que ce n'est pas la cause unique. je vois la connexion, la communication entre le cerveau et le gros intestin, ce qui explique que un qui est perturbé vient se manifester chez l'autre, donc dans un sens ou dans l'autre. Ce que je vois on monte différentes maladies et comme si le gros intestin était porteur d'une énergie, soit une mémoire, soit une énergie extérieure. Et je vois l'intestin qui est complètement bloqué et qui s'est appauvri au niveau de son biotope, de ses micro-organismes, et que ça crée un point de densification au niveau subtil qui bloquait le fonctionnement total de l'énergie dans le corps. Alors, j'ai lu également que la sérotonine et la dopamine étaient plutôt sécrétées par le côlon que le cerveau. Est-ce que vous validez? Alors attends, moi j'avais une autre info par rapport à la Ouais. maladie mentale. Ça me montre comme si toutes les couches dont je t'ai parlé, s'il y en avait une à l'extérieur qui est plus énergétique, et qui a exactement la même en surface du cerveau. Alors que toutes les couches du cerveau ne sont pas les mêmes que le gros intestin, mais ils ont cette couche énergétique commune. Et par rapport aux micro-organismes, je vois que les micro-organismes ont la même énergie. D'accord. Bon, là, on ne part pas sur les micro-organismes, mais il y a quelque chose comme si les micro-organismes étaient source d'énergie par rapport à ces deux couches énergétiques que je vois au niveau de l'enveloppe du cerveau et au niveau de l'enveloppe du gros intestin, enfin, une des couches du gros intestin. Et que plus les micro-organismes étaient foisonnants, plus je vois en fait ça brille de plus en plus des deux côtés, et donc la communication se fait, et que moins il y a de micro-organismes, moins il y a d'énergie apportée à ces deux couches-là, et ben plus ça s'affaiblit et moins ils sont en interconnexion. Donc,
je parlais justement de ces hormones sérotonine et dopamine. Si elles sont sécrétées, normalement, on maintient un équilibre mental. Alors que s'il y a un manque de sécrétion de ces hormones, ça peut amener à des déséquilibres mentaux tels que la bipolarité, la schizophrénie et d'autres atteintes mentales. Donc, est-ce que vous voyez que ces hormones-là sont plutôt sécrétées par le côlon, Ce que je vois, de façon moins importante par le cerveau? Ouais. Oui. C'est pas que le côlon sécrète cette hormone, mais le côlon, quand il est parfaitement sain et plein de micro-organismes, sécrète les éléments qui vont pouvoir aller au cerveau pour produire ces hormones. D'accord. Comme si le côlon, c'était le jardinier qui faisait les légumes, qui envoyait ses légumes à la cuisine, qui est le cerveau, et qui, lui, la cuisine, avec les éléments, allait fabriquer les hormones. Mais si le cerveau ne reçoit pas les bons aliments, eh ben, ils ne peuvent pas sécréter l'hormone. On me montre plutôt dans ce sens-là. Mélanie, Ouais. Ah ben, j'avais pas le jardin, j'avais pas les carottes, mais c'était la même chose et je voyais par rapport à l'image que je t'ai donnée tout à l'heure, en fait, c'est assez complexe parce que il y a pas mal de personnages qui sont en jeu, mais l'hormone est porteuse vibratoire de l'information. Enfin, plus en déséquilibre, moins elle porte l'information et moins la communication est faisable. Autres informations par rapport à ces pathologies et la relation avec le côlon? Alors moi, j'avais pas forcément lié à la pathologie, mais le questionnement sur comment recréer ces micro-organismes, cette foire, dans le bon sens du terme, à l'intérieur de ses intestins. Et ça me prenait le mot sain. Et comme ça, tu vois, toujours mon tampon, et on me le vire le tampon, et on me montrait une carotte un petit peu sale, pas pleine de boue, mais qui n'avait pas été aseptisée. Et Ouais. comme si c'était il fallait redéfinir ce qui était sain, que c'était pas de l'hygiénisme, c'était pas quelque chose d'épuré avec nettoyer du gel hydroalcoolique. Au contraire, c'est quelque chose qui était porteur de vie à l'intérieur et à l'extérieur. Oui, tout à fait, revenir à une alimentation vivante. Oui, vivante et pas, c'est ça, pas surnettoyée. Ouais. Soit on me montre un fromage fermier, ben, dans la croûte du fromage, ben, s'il y a de la vie aussi qui est importante pour le côlon. Et revoir chacun à prendre sa propre définition. Ouais, c'est revoir sa propre, à chacun, sa définition de sain, et se la réapproprier, cette définition qu'on nous a imposée de l'extérieur, entre sain et mort, en fait, comme s'il y avait... le point de bascule était très près. Et réapprendre à manger les aliments dans son entièreté. Là, on me montre un fromage, donc un fromage fermier, qui est porteur d'énormément de micro-organismes qui sont, pour le coup, sains pour le côlon. Donc manger les croûtes de fromage. Fermier. Oui, Fermier. fermier. Alors moi, ça m'a amené, j'observais encore sur le champ, tout le système hormonal, en dézoomant sur l'ensemble du corps. Et en fait, ça m'a amené à la respiration ventrale. Mmh. Alors pas le rythme cardiaque, vraiment la respiration ventrale, parce qu'en fait, quand je demandais à regarder le système hormonal, ça me montrait comme chaque organe qui faisait des petits feux d'artifice comme ça, comme si ça fonctionnait par flash. Enfin, pas forcément des flashs rapides, mais que c'était pas quelque chose de constant. Et ça m'a amené sur la respiration du ventre et que ça a amené donc le gros intestin. Mécaniquement, la respiration du ventre vient faire un massage, stimule en fait tout le système hormonal, comme si ça redonnait un rythme lent à ces flashs que je voyais de sécrétion d'hormones.
Ok, donc pratiquer la respiration ventrale, se faire des massages, ça peut aider justement à redonner de la circulation dans son côlon. Ouais, sur le côlon et sur tout le corps. Et surtout, ouais, d'accord. Bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez une dernière info pour terminer cette exploration? Non exhaustive, bien sûr, mais c'est déjà pas mal, toutes ces infos. Le mot qui me vient, c'est naturel. Ouais. C'est retrouver le rythme naturel et l'alimentation naturelle dans son environnement. Et ça, là, ça me montre le parallèle entre justement le cerveau et le ventre, et le cerveau qui contient le mental et pas le ventre. Et le ventre est bercé par les émotions. Et que pour travailler à se libérer de son mental et de ses émotions, on était invité à se concentrer sur son ventre, hein. Souvent on se dit on retourne dans son cœur, mais là ça amène au ventre, de reprendre l'importance du ventre et justement du rythme de cette respiration lente et de faire en conscience une respiration lente et en conscience de la connexion du gros intestin avec tous les organes, parce que tous les organes ont un peu une spécificité émotionnelle et de partir ainsi en visualisation et en respiration de son gros intestin, comme si ça allait réoxygéner Ouais. les autres organes et réinformer et ça peut aider à la libération de certaines émotions. Et ça, faut se laisser guider, poser sa respiration, faut se laisser guider par son gros intestin. Se laisser guider par son gros intestin, ça c'est la phrase. Ta phrase du Ouais, jour. justement. En opposition avec le mental Oui. et la réflexion. Ouais, tout à Et en fait. replaçant son gros intestin dans sa dimension énergétique et névralgique, Hmm, et nerveuse plutôt. très bien. C'est bon pour vous? Oui. Merci Mélanie, merci Julie. Merci Clarisse.